Merci de nous retrouver sur iRadio, ITV, Media.sn. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JDD. Le jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir ce matin M. Abdoukarim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Aïssatou, ravi de vous retrouver sur votre plateau du grand jury du dimanche. Le jury du dimanche que vous maîtrisez, vous êtes passé 2 fois avec Mamoudou. Tout à fait, mais j'imagine que ça a une autre saveur et peut-être que ce sera un peu plus corsé aujourd'hui. On verra bien. Alors, monsieur le ministre, actualité du moment, le procès pour diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang au leader du PASTEF, Ousmane Sonko. 2 mois avec sursis pour le leader du PASTEF. Un verdict d'apaisement selon Maître Sûr, un des avocats de Mame Mbaye Niang. Est-ce que vous confirmez ces propos? Je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice parce qu'en tant que républicain, il y a une réelle séparation des pouvoirs. J'ai une analyse peut-être un peu plus politique de ce que la justice vient de dire. D'abord, notre justice a fonctionné. On nous a fait croire pendant des années, par la manipulation de l'opposition et surtout du parti PASTEF, de Ousmane Sonko lui-même, que la justice n'était pas libre au Sénégal, que la justice cherchait son inéligibilité, que la justice était à la solde de l'exécutif, alors qu'il n'en est rien. Si vous notez bien le déroulement de ce procès, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 2 citoyens sénégalais qui ont un problème privé, une affaire de diffamation. Je le rappelle, je le dis souvent, Mame Mbaye Niang, c'est mon collègue, c'est un ministre, mais il n'est pas au-dessus de la loi ni en dessous des lois. Il a le droit à la justice. Il a demandé à ce que un leader de l'opposition qui prétend pouvoir diriger le Sénégal, qu'il a diffamé. Non seulement qu'il a diffamé, mais qu'il a diffamé de façon assumée et de façon répétitive, à ce que justice soit rendue. On a entendu beaucoup de personnes, dont l'opposition, dire que c'était un procès politique, voilà, c'était fait pour empêcher un tel ou un tel d'être candidat. N'empêche, notre système judiciaire a tenu. On nous a dit aussi qu'il n'y aurait pas procès. Des gens ont dit qu'il n'allait pas être jugé. On a fait des appels au meurtre. On a menacé des juges. À la télé, tous les soirs, on a vu des hommes politiques appelés à l'insurrection. Malgré tout, au Sénégal, la justice a tenu, a rendu un verdict. Un verdict qu'il ne m'appartient pas d'analyser. Mais ce que j'ai noté durant ce procès, c'est que les demandes de renvoi, même dilatoires, même ubuesques de l'opposition ont été respectées. Et quand il a fallu donner son verdict, la justice a donné son verdict. Donc la justice a bien fonctionné chez nous, malgré les tentatives de troubles à l'ordre public. Et l'une des choses que les membres de l'opposition reprochent à Mame Mbaye Niang, c'est d'avoir fermé les yeux sur les autres sorties qui ont eu lieu à propos de cette affaire, des 29 milliards du Prodac, et de porter plainte contre Ousmane Sonko. Oui, mais c'est son choix. Je veux dire, Mame Mbaye Niang a sa liberté. Au Sénégal, je pense que l'une des choses qui est en voie de perdition, c'est laisser aux gens du pouvoir de liberté. Tantôt, on ne laisse pas au président la liberté de choisir sa candidature ou pas. On ne laisse pas à Mame Mbaye Niang le choix de vouloir déposer plainte contre qui que ce soit. C'est ça, liberté. C'est ça, liberté. Alors, la France est-elle intervenue dans ce procès, monsieur le ministre? Mais vous imaginez une république comme le Sénégal, où les juges sont libres. On nous parle de liberté de la justice. Qu'un autre pays vienne faire la justice à notre place ou influence sur le fonctionnement de nos institutions. Vraiment, Aïssata, je vous aime bien, mais il faut être sérieux. Vous voulez dire que ce que les articles français ont repris, ce qu'un des avocats d'Ousmane Sonko a dit, qu'une délégation de l'Élysée et du Quai d'Orsay est venue au palais pour parler des enjeux de ce procès, ça tient à rien. Aïssata, je vais vous couper parce que c'est des choses... voilà. On a l'habitude de voir l'opposition broder des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est juste de la manipulation politicienne. Chaque fois, on veut faire porter le beau rôle à l'opposition, faire en sorte que, oui, l'État est tyrannique, l'État ne fait que faire du suivisme vis-à-vis de grandes puissances. Ouais. Mais vous oubliez qu'en 2022, l'État du Sénégal n'a pas voté
aux Nations Unies sur la question de la guerre russo-ukrainienne en faveur des tendances ou de la ligne édictée par les pays occidentaux. Donc je ne vois pas comment sur des sujets d'importance tellement mondiale on pourrait avoir cette attitude et après se faire dicter une manière de faire sur des questions de justice. De toutes les façons, le procureur a interjeté appel, Mame Mbaye Niang lui-même a interjeté appel, donc qui peut le plus peut le moins. Très bien. Alors la défense, toujours dans ce procès, dit que ses droits ont été bafoués. Est-ce que le fait d'avoir refoulé un des avocats de la défense et d'avoir suspendu un autre la veille du procès ne confirme pas ces allégations? Oui, mais vous savez, dans des procès comme ça, surtout quand il y a des hommes politiques, la défense va au-delà des questions judiciaires. C'est une défense politicienne avec une mise en scène théâtrale. Vous convenez avec moi que lorsqu'un avocat qui vient d'un autre pays arrive au Sénégal avec des publications mensongères, avec des accusations sur nos institutions, avec une irrévérence vis-à-vis d'institutions de la République du Sénégal, nous devons avoir une attitude ferme. Nous n'avons de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et de ce point de vue, voilà, il y a d'autres avocats étrangers qui sont venus dans le procès, qui ont défendu Ousmane Sonko et qui n'ont pas eu de problème avec la justice sénégalaise, ni la justice sénégalaise, ni la police aux frontières. Donc ça veut dire que si vous êtes correct avec le Sénégal, on se comporte correctement. Par contre, si vous avez une attitude de néocolonialiste ou si vous pensez que voilà, l'anarchie qui règne dans certains pays, vous pouvez l'utiliser au Sénégal pour vous faire un nom, vous vous trompez. Donc, Maître Branco a été refoulé du fait de son comportement. Naturellement, naturellement. Vous avez vu l'étude. Vous imaginez un peu un avocat sénégalais aller en France pour un procès et avant d'arriver, voilà, déteint, caractérise des institutions de la République française. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Nous sommes un État respecté et respectable. Et nous devons accepter certaines choses, certains comportements. Très bien. Parlons de droit et de liberté. Justement, Monsieur le ministre, Amnesty International a publié son dernier rapport, rapport dans lequel il décrit une restriction des libertés au Sénégal et donc un recul démocratique. Quel est votre commentaire? Oui, nous avons l'habitude d'avoir ces rapports. D'ailleurs, la société civile, dans son entièreté, Aïssatou, nous avons traversé une année où beaucoup de membres de l'opposition ont appelé les populations, surtout la jeunesse sénégalaise, à user de la violence. Nous avons connu une année où beaucoup d'acteurs médiatiques sont allés au-delà de leur rôle de journaliste. Vous l'avez vu, des gens qui appellent, qui interprètent des règles, qui donnent des fausses informations. Nous avons vu cette semaine des publications sur les réseaux sociaux où on a demandé, où on a menacé des juges, où on a donné la liste des numéros de téléphone d'autorités politiques, d'autorités judiciaires. Et pourquoi Amnesty International ne parle pas de ces sujets-là? La question de la liberté, la question de la justice n'est pas seulement un fait qui incombe à l'État, à la puissance publique. Elle a une part de responsabilité. Mais de l'autre côté aussi... La puissance publique est garant. Mais de l'autre côté aussi, il y a des acteurs politiques qui sont sources de violence. Et nous le notons tous les jours. Donc moi, je peux bien comprendre qu'un rapport incrimine l'État du Sénégal en disant que sur tel aspect, on doit laisser la liberté d'expression ou ce genre de choses, d'accord. Mais j'aimerais aussi que ces rapports puissent aussi indexer ceux qui appellent à la violence, ceux qui menacent sur les réseaux sociaux. Je vais encore plus loin sur cette question, des libertés. Vous avez noté ces derniers temps aussi, au-delà des réseaux sociaux, beaucoup d'activisme de la part des gens de la société civile qui prennent des positions toujours partisanes sur une ligne. Vous voulez dire que la société civile n'est pas dans son rôle? Non, mais moi je trouve que la société civile doit être au centre du jeu, doit avoir des positions équilibrées et doit être équidistante. Mais on a une société civile qui ne fait que taper sur l'État, que taper sur la majorité, et ça fait que souvent on peut ne pas avoir confiance à cette société civile qui s'égare et qui s'éloigne de son... Est-ce à dire que l'État n'écoute pas la société civile? L'État, vous savez, l'État a deux rôles. L'État a plusieurs rôles. Quand vous me dites garantir les libertés,
Mais l'État aussi a un rôle important, c'est garantir aussi la libre circulation des personnes et des biens. Oui. L'État aussi a le rôle de garantir la quiétude des populations. Et la liberté des personnes n'est pas au-dessus de la quiétude des populations. La liberté n'est pas au-dessus aussi de la liberté d'aller et de venir des personnes et des biens. Donc nous devons concilier tous ces droits-là. Mais si nous avons une catégorie de population qui menace la quiétude des Sénégalais pour aller au tribunal, combien de Sénégalais vont au tribunal tous les jours sans créer des émeutes? Mais vous vous rendez compte? Un Sénégalais qui doit aller au tribunal répondre de ses propres faits d'ailleurs, qui sont délictuels puisque le juge en a conclu ainsi. Vous appelez les jeunes à barrer la route, ainsi de suite. Et les autres Sénégalais, ceux qui veulent aller se soigner, ceux qui veulent aller à l'école, ceux qui doivent aller travailler, ceux qui doivent aller au marché. Notre rôle, c'est de concilier tous ces droits qui sont inscrits au même niveau dans la Constitution. Est-ce que l'État n'a pas plus intérêt à encadrer au lieu de réprimer? Donc, vous savez, il faut d'abord comprendre comment les autorisations pour les marches et les manifestations. D'abord, j'entends souvent les gens de l'opposition créer une confusion à dessein en indiquant que oui, la marche ou le droit de manifester est constitutionnel. Oui. Mais tous les droits sont constitutionnels. Mais c'est un principe. Je vous donne un exemple. Il y a le droit de propriété. Vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre terrain. Mais la loi dit c'est un principe, mais aménagé par les lois et règlements, comme le droit de manifester. Donc, vous avez votre propriété, mais en même temps, c'est la loi et les règlements qui vous disent combien d'étages vous devez faire, comment vous devez construire, est-ce que vous devez utiliser tout le terrain. Mais c'est la même chose aussi pour ce qui est du droit de manifester. On vous dit que c'est un principe d'avoir ce droit. Oui. Mais où manifester, quand manifester? Pourquoi? Parce qu'on le concilie avec d'autres droits. C'est la quiétude des personnes, la liberté des personnes et des biens, ne pas dégrader les biens d'autrui. Donc, notre rôle, ce n'est pas de voir l'intérêt d'un tel ou d'un tel. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le Sénégalais qui veut manifester, sans entamer la liberté des autres, puisse manifester. Mais lorsque vous dites que vous voulez manifester et que dans les enquêtes du préfet ou de police, on remarque que vous avez des herses, vous avez des cocktails Molotov, vous programmez d'aller s'attaquer à des édifices publics, à des stations privées, à des magasins de grande surface. Vous voulez dire que c'est ce qui est derrière oui, mais attendez, toutes ces interdictions? Aïssata, vous n'êtes pas sans savoir tout ce que le procureur a dit. Nous avons une justice responsable et professionnelle. Oui. C'est-à-dire on ne se lève pas pour créer une affaire des forces spéciales ou des forces occultes. Oui. On a une justice quand même. On vous l'a prouvé cette semaine. Tout le monde pensait qu'Ousmane Sonko allait prendre 1 an ou 2 ans. Vous avez vu que le juge a décidé de lui donner 2 mois. Alors que est-ce que c'était pas une façon de montrer, de mettre en avant un tout petit peu l'indépendance de la justice, de fermer la bouche de ceux qui disent que la justice est aux ordres? Moi, je suis pas juge, je ne suis pas procureur, je suis un justiciable, je suis un homme politique et je porte la parole du gouvernement. Ce que je veux vous dire, c'est que notre justice, il n'y a rien de plus libre. À chaque fois qu'on s'attend à X, Y, Z, on a autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des juges libres. Aujourd'hui, moi, je ne critique pas le juge, mais dans la décision qui a été rendue, tous les spécialistes disent que la décision a été très clémente. Pourquoi? Parce qu'on a une diffamation assumée et répétitive. On a beaucoup de renvois. Les renvois, en général, ce n'est pas signe de discipline pour le prévenu. Et surtout, cerise sur le gâteau, le prévenu n'est pas allé le jour du procès. Il s'est fait jugé par défaut. Ça aussi, en général, le juge en prend compte. Il dit avoir présenté un certificat médical. Oui. On sait ce que valent les certificats médicaux. Les certificats médicaux, on sait aussi ce que valent maintenant les cliniques dirigées par des hommes politiques. La réalité, c'est que nous avons une justice qui fonctionne. Donc, lorsque le procureur de la République se saisit d'un dossier et nous donne des informations sur des faits, et surtout souvent des faits qui sont assumés. Pourquoi des faits qui sont assumés? À chaque fois, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, vous entendez des leaders de PASTEF avoir une attitude anti-républicaine, une attitude fascisante même, en appelant à la mort, en appelant à tuer des hommes politiques, ce genre de choses. Et ce n'est pas la tradition que nous connaissons au Sénégal. Donc, quand on vous dit que la liberté de manifester, elle est réelle au Sénégal, la preuve, durant les événements du 14, 15, 16, il y a eu un regroupement qui a été autorisé au terrain ACAPES. Pas de problème. Mais après, vous nous dites que oui, vous voulez marcher, vous voulez aller devant la RTS, lorsqu'on fait des enquêtes, et on se rend compte
que la volonté n'est pas seulement de marcher, mais l'État prend ses responsabilités pour garantir un autre droit aux Sénégalais, c'est la quiétude, la paix et la préservation des biens publics et privés. Très bien. Il y a quelques jours, vous avez déclaré chez des confrères, je cite, quoi qu'il en coûte, nous garantirons le maintien et la préservation de l'ordre public sur le territoire national. Cela veut dire que le gouvernement dont vous portez la parole aujourd'hui opte plutôt pour la confrontation. Ce n'est pas une question de confrontation, c'est une question de responsabilité. Lorsque les Sénégalais élisent le président Macky Sall, ils lui donnent des pouvoirs et ils lui donnent aussi des devoirs. Parmi ces devoirs, c'est de garantir la liberté pour ceux qui ont envie de manifester, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de faire en sorte que l'ordre public soit préservé. Et ça, c'est un rôle régalien de l'État. On ne peut pas avoir des gens à la télé qui disent allez donner votre vie, de toutes les façons vos mamans feront d'autres enfants. On ne peut pas avoir des gens qui nous disent mais cassez tous les magasins de je ne sais pas quoi, allons allumer les feux et que l'État reste bras croisés. Mais vous pensez qu'on est fier qu'à chaque fois qu'il y a un événement judiciaire au Sénégal, que les cours des élèves soient suspendus, que les activités économiques soient au ralenti? Etc. L'État, c'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement des faveurs qu'on fait, oui, le droit de manifester, des subventions. Non, l'État aussi, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut préserver la paix et l'ordre public. Sans ordre public, il n'y a pas de commerce. Sans ordre public, il n'y a pas d'activité sociale. Sans ordre public, il n'y a pas de paix. Donc notre premier rôle, c'est de préserver l'ordre public. Et votre façon de communiquer, il y a des gens, des observateurs, des gens de l'opposition qui reprochent à l'État d'avoir une communication à réaction, une communication assez réactive. Est-ce que cela ne contribue pas à un tout petit peu accentuer la tension sociopolitique? Oui, vous savez, d'abord, il faut savoir que nous sommes à une époque où la communication, le jeu médiatique a beaucoup changé. Ouais. Avant, nous avions des médias classiques comme les vôtres, avec des rendez-vous, le journal de 20h, de 13h, des émissions, des magazines. Mais aujourd'hui, tout cela est perturbé par les réseaux sociaux. Vous êtes des professionnels avec une déontologie, des règles, une formation, mais vous êtes concurrencés aujourd'hui par d'autres médiums, sans encadrement, sans réglementation, où beaucoup de choses qui sont diffusées ne sont pas vraies, c'est des constructions de l'esprit, beaucoup de fake news. D'ailleurs, vous avez vu au Sénégal qu'il y a un parti politique dont toute l'armature et le fonctionnement est bâti sur des fake news et sur la manipulation. PASTEF et même la coalition Yewwi Askan Wi, tous les jours du faux, voilà, ce genre de choses. On nous prend sur les réseaux sociaux des images d'un autre pays qu'on mixe avec ceux du Sénégal. D'ailleurs, vous avez vu que France 24 a fait un sujet sur cela. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez le courage d'en faire de même. Parce que les analyses... Vous êtes en train de traiter les journalistes non, je vous dis tout simplement... de moins courageux que les journalistes français. Moi, j'estime que souvent, on a beaucoup d'analyses inquisitoires vis-à-vis du pouvoir et pas assez d'analyses équilibrées, sereines vis-à-vis de l'opposition. Quand on a une opposition qui, sur la majeure partie des informations qui sont produites, est dans le faux et dans le fake, et qu'on consomme... Mais, Aïssata, ça fait combien d'années des journalistes n'osent pas poser de questions à Ousmane Sonko? On est dans une république, on est dans une démocratie. Un homme politique ne doit pas pouvoir imposer aux journalistes qu'il ne fait plus de dialogue, qu'on ne lui pose pas de questions. Ça ne vous interpelle pas, vous? Par rapport à votre formation, par rapport à votre parcours, vous pensez qu'un homme politique doit pouvoir, aujourd'hui au Sénégal, du 1er janvier au 31 décembre, ne répondre à aucune question? Donc, les médias ont changé et ça fait un peu changer la communication de l'État. Nous avons beaucoup de sujets sur lesquels nous communiquons, sur des sujets sociaux, économiques, qui intéressent les populations. La preuve, vous voyez à chaque fois quand le président de la République fait des tournées à l'intérieur du Sénégal, comment ça intéresse les populations, les forums, tous ces événements à l'intérieur du Sénégal. Et ça change de la réalité médiatico-dakaroise où voilà, on veut toujours que Facebook et les réseaux sociaux, excusez-moi du terme, mais quelques saltimbanques qui allument des feux par-ci, par-là, des fake news, animent les médias. Et sur ce point précis qui touche la stabilité du pays, est-ce que le gouvernement n'a pas intérêt à revoir sa communication? La communication, elle est mouvante, elle évolue. On a toujours intérêt à la revoir. Après, si vous me demandez une appréciation politique, oui, de la communication de la majorité, oui, sur les réseaux sociaux, il fut un temps. Mais ça, c'est beaucoup amélioré. Mais nous ne devons pas aussi oublier que
nous représentons un gouvernement, nous représentons un État. On ne peut pas communiquer comme le ferait n'importe quel opposant. Ouais. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des populations. Nous avons la responsabilité de toujours dire la vérité, de présenter les choses telles qu'elles sont et ne pas être dans la manipulation continue, quotidienne. Ce n'est pas notre rôle. Quand on parle, c'est l'État du Sénégal qui s'exprime, donc ça doit être organisé, mesuré et transparent. Très bien. Le procureur général a fait une sortie le 28 mars dernier, une conférence de presse, lors de laquelle il a fait allusion à... Il a parlé d'un commando PASTEF, un mouvement insurrectionnel relié en quelque sorte au principal parti de l'opposition, le PASTEF d'Ousmane Sonko. Alors, monsieur le ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement. Est-ce que cela ne renforce pas les craintes de ceux qui disent que le parti PASTEF est ciblé? Oui, non, mais vous savez, rien ne s'invente. Nous sommes... Aïssata, je veux qu'on revienne un peu à l'histoire du Sénégal. Depuis 1960, on a une démocratie avec des phases difficiles, les veilles d'élection, les années, ce qu'on appelle les années préélectorales. Vous allez dans tous les ouvrages de sciences politiques, vous verrez que ce ne sont pas des années faciles, avec beaucoup de déclarations, beaucoup de violence. Ça a toujours été comme ça au Sénégal, rien n'a changé. Par contre, depuis fort bien longtemps, on n'a pas eu un mouvement avec lequel nous avons ce genre de choses, que le procureur sorte pour vous dire que nous avons vu dans telle ou telle zone des gens qui se nomment. Parce que d'après le procureur, ce n'est pas un nom qu'on a créé. C'est eux-mêmes dans le groupe WhatsApp, selon le procureur de la République, qui dit que voilà, ils se sont nommés tels, et selon les renseignements que nous avons. Donc, et c'est là, ce n'est pas la première fois. L'ancien procureur de la République, vous l'avez entendu sur des sujets. Quand on parlait de HERS, de cocktail Molotov, d'infrastructures de la Sénélec, et des gens qui ont fui un peu. Mais c'est la réalité. Vous avez vu ici au Sénégal, en mars 2021, des gens armés qui tiraient sur des magasins de grande distribution et qui s'en allaient, dont le rôle était de créer les conditions pour que les gens sortent, pour que les gens expriment un mécontentement qui n'existait pas, qui était dû peut-être aux restrictions des libertés dues à la Covid, mais qui n'avait rien de politique. Donc face à cela, vous ne devez pas être étonné que le procureur s'exprime de cette façon. L'autre chose, c'est ce que nous notons aussi dans les réseaux sociaux. Vous savez, souvent c'est très simple, hein, entre ce qui se fait dans les groupes WhatsApp et ce qui se fait sur Twitter ou sur Facebook. Si vous avez l'air de l'ignorer, mais c'est des mots violents, c'est des appels très violents. Et vous pensez que lorsque nous constatons cela, pour l'apaisement, pour la paix, nous devons faillir à notre rôle de protéger les Sénégalais. Parce que demain, si on commence à autoriser des mouvements de la sorte, à terroriser les gens, parce que vous avez un but politique, c'est de prendre le pouvoir, vous pouvez insulter les marabouts, vous pouvez caractériser les journalistes, vous pouvez traiter de corrompus la société civile, les chefs religieux, les hommes politiques. Nous avons un rôle. Ce rôle, c'est de défendre la République, c'est de faire tenir notre modèle démocratique. Et qui, mieux que nous, qui sommes au pouvoir, qui avons été élus, le président de la République qui est élu et l'équipe qui l'a désigné, pour faire ce travail-là. Et nous l'assumons et nous le ferons. C'est pour ça que je vous dis, quoi qu'il en coûte, l'ordre public, la République, la démocratie sera préservée. Et quand le procureur dit que une des personnes arrêtées dans le cadre de ce commando PASTEF est membre du MFDC, quand on connaît la situation casamançaise, est-ce que ce n'est pas une pente dangereuse? Mais ce sont les faits délictueux ou criminels qui sont repérés par le procureur qui sont dangereux. Le procureur ne fait que faire son travail, lui. Il enquête, il voit des choses et il l'explique. Si nous n'avions pas expliqué, vous nous auriez dit oui, on a procédé à un millier d'arrestations, beaucoup de personnes ont été arrêtées, mais on n'a pas d'informations. Maintenant, quand on informe, on nous dit que oui, vous touchez une corde sensible. Non, le procureur, il fait son travail. Et nous devons avoir le courage d'assumer les responsabilités qui nous sont confiées. Au-delà de la croissance économique, de la paix sociale, nous avons une république. En Afrique, c'est rare d'avoir une république de 1960 à 2023, c'est-à-dire 63 ans, où il n'y a aucune perturbation de l'ordre institutionnel. Très bien. Et, Aïssata, notre premier rôle, c'est de préserver ce legs. Et la préservation de ce legs pourrait-il aller jusqu'à la dissolution d'un parti politique? Ce n'est pas de mon ressort d'en parler, mais
tout ce qui doit être fait pour que le Sénégal continue à être une république démocratique, une démocratie apaisée, où les institutions fonctionnent normalement, doit être fait. Maintenant, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je suis acteur politique. Oui. Ma conviction est que le Sénégal ne doit pas se donner à n'importe qui et n'importe comment. Le Sénégal est une république qui se mérite. Et le mérite, ce n'est pas seulement par le charme ou ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est être d'abord républicain. Ce qu'il faut, c'est respecter la démocratie. Ce qu'il faut, c'est accepter qu'on est dans un pays de dialogue et respecter nos traditions, qu'elles soient religieuses, sociales ou ethniques. Donc la thèse, elle n'est pas à écarter complètement? Ce n'est pas de mon ressort. Je suis de l'exécutif. Ce n'est pas l'exécutif qui rend les décisions judiciaires. Au cas où vous l'aurez oublié, madame. Très bien. Alors, vous suivez le JDD sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que notre invité, c'est M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre, une petite indiscrétion journalistique. En 2012, oui, étiez-vous favorable ou non à une troisième candidature d'Abdoulaye Wade? De toutes les façons, en 2012, le juge avait réglé cette question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais je vais vous dire, en 2012, moi, mon combat politique auprès du président Macky Sall, ce n'était pas la candidature. Parce que vous savez, on peut discuter librement de cette question. Non, mais répondez d'abord à ma question. Est-ce que vous étiez, oui ou non, favorable à une troisième candidature? En 2012, moi, mon engagement, c'était d'élire le président Macky Sall. Oui. Et d'avoir un changement. Quelle est votre position sur la troisième candidature? Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas imposer à une personne ce que la Constitution ne lui impose pas. En 2012, beaucoup de personnes ont agité cela dont le président Macky Sall. Oui, non, mais quand le Conseil constitutionnel a dit que c'était ça, c'était ça. Voilà. Maintenant, le débat, il a changé de camp. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on veut nous dire, oui, vous savez, un troisième mandat, ce genre de choses. Il y a beaucoup de démocratie où les gens... Attends, Angela Merkel, elle a fait combien de mandats? Est-ce que l'Allemagne en est moins une démocratie? Donc, arrêtons de vouloir imposer des débats qui n'en sont pas. C'est le peuple sénégalais qui est souverain. Oui, en 2012, si tous les démocrates du Sénégal ou tous les acteurs politiques avaient fait une campagne contre le troisième mandat et que le Sénégal venait à élire le président Abdoulaye Wade, mais ce sont les Sénégalais, c'est le corps électoral qui élit. Ce n'est pas notre agrégat de subjectivité. Mais quelle était votre position en 2012 avant que le Conseil constitutionnel ne se déclare? Ma position en 2012, c'était que je voulais élire le président Macky Sall. Je ne me suis jamais posé cette question. Donc la question du troisième mandat vous importait peu en 2012? Non, mais en réalité, ça m'importait peu parce que je sais qu'au final, ce sont les Sénégalais qui vont choisir. Et quelle est votre position actuelle? Écoutez, si par exemple, j'étais contre le troisième mandat et que les Sénégalais, dans leur majorité, votaient pour le président Abdoulaye Wade, ça veut dire que j'ai tort. Et c'est ça le problème de beaucoup d'acteurs politiques et médiatiques. C'est-à-dire, chacun dans son salon ou à la table de son émission, je prends votre exemple ou quelqu'un d'autre, se dit oui, il n'est pas bien pensant peut-être de laisser un troisième mandat à X, Y ou Z. Alors que vous êtes une partie du corps électoral, plus de 3 millions de personnes inscrites, et vous avez la prétention de dire, vous, que moi je pense que ceci, cela. Et le Sénégalais de Fongolomi, celui de Thiès, celui qui n'est pas dans une émission télé, qu'est-ce qu'il pense? Donc il faut arrêter de réfléchir pour les autres. Ce que je pense, c'est que nous avons une constitution qui a été votée en 2016, une révision de la constitution, qui parle d'une limitation de mandat. Le Conseil constitutionnel a dit que le mandat du président Macky Sall entre 2012 et 2019 est hors de portée de l'application de la révision. Était-ce l'esprit? Mais est-ce que c'était l'esprit du référendum de 2016 tel que présenté? Écoutez, le référendum de 2016, il y avait 16 ou 19 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc il ne faut pas confondre les choses. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs politiques qui parlent aujourd'hui étaient contre cette constitution. Pour l'histoire, mais la question que le président Macky Sall avait posée au Conseil constitutionnel, il faut la rappeler. C'était, d'abord, je veux que la réduction du mandat de 7 à 5 s'applique à mon mandat. Le Conseil constitutionnel lui a dit que ce n'était pas possible. Il a dit qu'il voulait que, que la limitation des mandats soit appliquée aussi à son mandat en cours. Et le Conseil constitutionnel l'a dit. Maintenant, la politique, c'est des contextes, Aïssata.
En 2016, le Sénégal était paisible et ne connaissait pas de poussée anarchiste, ne connaissait pas de poussée antidémocratique et antirépublicaine. Aujourd'hui, je pense que si nous sommes conscients des enjeux, de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, de la nouvelle posture des acteurs politiques, surtout de l'opposition, je pense qu'on a intérêt à se regrouper derrière un front républicain qui nous préserverait de tout ce qui se passe dans nos pays voisins. Donc, la question du troisième mandat, c'est une question mineure par rapport à ces enjeux. Et vous, quelle est votre position sur le troisième mandat de Ma Macky Sall? position, d'abord, c'est une chose. La question du mandat, ou de la candidature d'abord, c'est une question de volonté personnelle. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Après, si vous me posez la question en tant qu'acteur politique, je vous répondrai. Le président Macky Sall a la liberté de candidater ou de ne pas candidater. Première chose. Le Conseil constitutionnel valide ou invalide. C'est son rôle. Donc, il y a deux critères, qu'il le veuille d'abord et que le Conseil constitutionnel juge que c'est recevable. Mais entre ces deux, pourquoi c'est à Abdou Karim Fofana, Aïssata Ndiaye, société civile, Amnesty International ou le plateau d'Intel ou autres qui allons choisir pour le président Macky Sall? Mais laissons-lui la liberté, même s'il a dit il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas le président Macky Sall qui a créé la confusion justement, comme vous alliez le dire? Il n'a pas du tout. En disant qu'il avait fini, que c'était son deuxième et dernier mandat, est-ce qu'il n'a pas créé donc, si on suit votre logique, la confusion dans la tête des Sénégalais? Le rôle présidentiel est un rôle sacerdotal. Le président de la République n'a pas seulement la responsabilité de la gestion actuelle du Sénégal. Il a la responsabilité de semer les germes d'un Sénégal de paix, d'un futur radieux pour le Sénégal. Si, à ce niveau de la vie de notre nation, nous avons des soubresauts de cette nature, pour la première fois, j'entends des gens dire il nous faut casser, briser et tout mettre en morceaux pour reprendre. Il faut démolir notre République, il faut la casser, il faut la reprendre. Pour la première fois de ma vie, j'entends des acteurs politiques dire cela. Et vous estimez que le président de la République doit avoir une attitude passive? Non. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit agir pour le futur. Très bien. Agir pour le futur, agir peut-être pour la présidentielle de 2024. Le 29 septembre, lors du premier Conseil des ministres de l'actuel gouvernement, Macky Sall avait demandé au ministre de la Justice d'examiner dans les meilleurs délais les possibilités et les schémas adéquats d'amnistie pour des personnes ayant perdu leur droit de vote. Où en est-on, monsieur le porte-parole? Mais je pense que le garde des Sceaux a répondu à cette question. D'abord, pour avoir amnistie, il faut une demande. S'il y a des personnes qui sont intéressés par l'amnistie, il faut qu'ils en fassent la demande. Ça, c'est le premier point. Pour le reste, c'est une question qu'il faut poser au garde des Sceaux. Mais il s'est bien exprimé sur le sujet plusieurs fois. Donc, il n'y a pas eu de demande jusque-là? Je ne sais pas, je ne suis pas garde des Sceaux. Mais ce que je vous dis, c'est que... Vous êtes quand même le porte-parole du gouvernement, le garde des Sceaux est dans le gouvernement. Oui, mais je vous ai dit que sur ce sujet, il n'y a pas matière à revenir. Le garde des Sceaux s'est exprimé sur le sujet. Maintenant, voilà, les acteurs politiques qui sont intéressés, peut-être n'en ont pas fait la demande. Mais en tout cas, le gouvernement a exprimé sa disponibilité à accompagner ce processus. Très bien. Vous suivez le JDD sur iRadio, itvemedia.sn. Nous recevons le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Ça intéresse les Sénégalais. La loi 2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers avait été votée. Les résultats n'étaient pas satisfaisants et 8 ans après, un décret présidentiel est signé pour le modifier. Il y a exactement un mois, justement, le 1er mars, elle est entrée en vigueur. Alors, pouvez-vous faire le point sur cette mesure un mois après son entrée en vigueur? Alors, d'abord, Aïssata, moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la loi de 2014 sur la baisse des loyers n'a pas eu les résultats escomptés. Vous voulez dire qu'il y a eu les résultats? Non, mais je vais vous dire ce que dit l'ANSD, pas le ministre ou l'acteur politique. L'ANSD a dit, dans un rapport sur les loyers au Sénégal, qu'entre 2014 et 2019, il y a eu une très forte baisse des loyers, en général de 18%. Le montant des loyers estimés payés par les Sénégalais était de 839 milliards. Et on a noté qu'en 2019, il est descendu à peu près à 620 ou 619 milliards. En tout cas, on a noté 129 milliards de baisse sur les loyers payés par les Sénégalais. Et l'ANSD, organisme indépendant qui est accrédité aux normes NSDD, dit aussi
que c'est à cause de la loi de 2014 que les loyers ont baissé. Donc, quelquefois, comme je vous le dis, avec les réseaux sociaux, on peut avoir... Mais si les résultats ont été attendus, ont été atteints, pourquoi renforcer cette loi? Pourquoi la modifier? Parce que vous ne m'avez pas laissé continuer. Parce qu'elle dit que de 2014 à 2019, la baisse a été réelle et qu'elle est de 18,04% en moyenne au Sénégal et que le volume de loyers payés a baissé de 129 milliards. C'est une réalité. Après, elle nous dit qu'entre 2019 et maintenant, on a vu que les loyers avaient repris une hausse et c'est dû à une demande très grosse, une demande très importante, une augmentation de la demande. Pourquoi? C'est l'attractivité de Dakar, ce sont les grandes infrastructures, ce sont toutes ces multinationales qui viennent s'installer, ce sont ces étudiants de la sous-région. Alors, non, mais parce que le loyer, d'abord, c'est une question de marché. Alors, et quand l'ANSD dit ça, nous, avec les études que nous faisons, nous avons noté qu'il fallait refaire quelque chose sur la question des loyers. Et ce travail, il a été fait et ça nous a permis de constater une chose, qu'il y avait des biens immobiliers, beaucoup de biens immobiliers sur lesquels les revenus locatifs étaient indexés de façon à créer un amortissement très court pour les propriétaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons remis au goût du jour ce dispositif, cette fois-ci de façon réglementaire avec un décret du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous faire le point un mois après Oui, nous avons débuté. Vous avez ce nouveau décret, il change beaucoup de choses. D'abord, les conditions d'accès à la location. Avant, vous deviez payer 4 mois pour entrer en possession d'un local à usage d'habitation. Mais maintenant, la réforme du président de la République, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est-à-dire, en entrant dans un logement, vous devez payer 1 mois et demi. C'est-à-dire, vous donnez une caution d'1 mois. Vous payez, par exemple, pour tous les baux qui sont inférieurs à 500 000, vous mettez 50% de la valeur du loyer. C'est l'honoraire de l'agence immobilière ou du courtier. Après, le loyer, vous commencez à le payer à la fin du mois, plutôt qu'en début de mois. Première chose. Deuxième chose, la caution. Au lieu de payer 2 mois dès l'entrée, vous pouvez l'étaler sur 1 an. Tout ça, c'est pour accompagner les populations dans le cadre des politiques publiques en faveur du pouvoir d'achat, faire en sorte que les populations puissent mieux supporter le coût de la vie. Et concernant la baisse? Donc aujourd'hui, la baisse a débuté. Nous avons commencé avec la CONAREL parce que ce que nous avons noté, c'est qu'en 2014, le dispositif aurait pu être plus efficace si nous avions un organisme d'accompagnement. Pourquoi? Aïssata, vous ne vous entendez pas avec votre bailleur ou avec votre locataire. Où pouvez-vous aller régler votre problème? En justice. Quelquefois, c'est pour des petits montants, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000. Entre les délais d'enrôlement et la mise en œuvre, chercher un avocat ou ne pas chercher un avocat, ça prenait trop de temps. Donc, le président de la République a décidé de mettre en place un organisme de proximité pour faire de la conciliation. Donc, on ne s'entend pas, le bailleur locataire, vous saisissez la CONAREL, qui est une structure à côté du gouverneur ou du préfet de département en fonction de la densité locative de certaines zones. Et voilà, un comité paritaire avec des bailleurs, des locataires, des experts immobiliers, un représentant du tribunal de grande instance s'assoit, lit la loi et vous dit quels sont les droits des uns et des autres. Donc ça permet de décongestionner les tribunaux et de faire en sorte que le plus rapidement possible, les gens puissent régler leurs problèmes entre bailleurs et locataires. Parce que souvent, c'est une question d'interprétation des textes, une question de connaissance des textes. D'accord. Et un mois pile après l'entrée en vigueur de cette mesure, sur le terrain, ça donne quoi? Sur le terrain, nous avons noté qu'il y a beaucoup d'appels, par exemple, sur le numéro vert. Plus de 2900, près de 2900 appels sur le numéro vert. Plus de 70%, c'est des demandes de renseignements sur les prix, sur les informations, sur les dispositions législatives. Donc ça avance petit à petit. Nous sommes encore aussi en train de mettre en œuvre la mise en place de la CONAREL, qui est l'élément central pour dénouer tous ces contentieux. Dans chaque région, il doit y avoir une commission régionale, dans chaque département, une commission départementale. Et il y a au centre une structure de coordination avec un secrétaire exécutif
en la personne de M. Idrissa Baldé, un président de conseil d'orientation, qui est l'Assemblée délibérante, qui encadre tout cela avec Momar Ndao, le président des... Très bien, Momar Ndao, justement. La CONAREL qui déclare avoir été assaillie de plaintes depuis le début de la mise en œuvre. Alors, à ce jour, Monsieur le ministre, combien de plaintes ont été comptabilisées, traitées et vidées? Alors, moi, je n'ai pas les chiffres exacts. La CONAREL, peut-être, pourra vous donner, mais je sais que je suis beaucoup le centre d'appel pour voir la nature des questions qui sont posées. Donc, il y a... Les plaintes concernent quoi, justement, les questions posées? Oui, les questions posées, c'est souvent, d'abord, est-ce que ça s'applique à nous? Est-ce que ça s'applique à tel type de bâtiment ou de local? Est-ce que ça s'applique, par exemple, il y a beaucoup d'étrangers qui habitent au Sénégal et qui disent que leurs bailleurs leur disent que ça ne s'applique pas à ceux qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Non. La loi ne vise pas une typologie de personnes. La loi vise un type de logement, c'est-à-dire des logements à usage d'habitation. Donc, voilà, des questions de cette nature. Mais c'est la CONAREL qui va mettre en place ces commissions dans les régions et dans les départements qui aidera à dénouer ces problèmes. Je voulais aussi lancer un appel aux Sénégalais. Souvent, on nous dit, oui, mon bailleur a refusé, mon locataire a refusé. Parce que la CONAREL n'est pas là seulement pour les bailleurs, pour les locataires, c'est aussi pour les bailleurs. Parce que si vous avez un locataire qui ne paye pas, la loi aussi dit qu'il faut faire sortir le locataire. Très bien. Donc, vous pouvez saisir la CONAREL et nous mettrons à la disposition des volontaires de la consommation pour leur faciliter la rédaction des lettres de saisine, l'accompagnement pour un peu permettre à tout un chacun d'avoir accès à ce service public. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, l'autre mesure concerne la baisse des prix des denrées de consommation courante, entrée en vigueur depuis quelques mois. Monsieur le ministre, cette semaine, je me suis lancé un petit exercice. Alors, ce que j'ai fait, je me suis renseignée un tout petit peu dans certains quartiers de Dakar sur le prix du kilo du sucre chez les détaillants. Donc, je vous donne tout de suite les résultats. À Keur Massar, le prix du kilo du sucre est entre 650 et 700. À Yoff, où j'habite, c'est la même chose. À Grand Yoff, c'est la même chose. À Liberté 6, c'est la même chose. À Pikine, à Mermoz, c'est 650, c'est 700. Il y en a même qui disent ne pas détenir du sucre en poudre. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer cette réalité des prix sur le marché alors qu'à la base, la mesure fixait le prix à 600 francs? Non, la mesure fixait le prix à 575 francs. Voilà, 575. La réalité, c'est qu'il y a eu tension sur le marché du sucre. Vous avez suivi le débat entre la compagnie sucrière sénégalaise et les commerçants. La compagnie sucrière sénégalaise estime qu'elle a assez de stock dans son site de production et les commerçants estiment que la livraison se fait au compte-gouttes. Nous avons fait des réunions, nous avons même fait des visites sur site et nous avons instruit la compagnie sucrière, exigé de la compagnie sucrière que les quantités de sucre disponibles dans leurs magasins soient ramenées dans les capitales régionales pour faciliter la livraison aux commerçants. Nous avons noté aussi un point. Vous le savez, quand c'est rare, c'est cher. Il y a un marché noir qui se développe. La preuve, vous avez vu que la semaine dernière, les services du commerce, notamment à Hambourg, ont saisi plus de 10 tonnes de sucre pour des questions relatives à des pratiques de prix illicites. Donc nous nous battons constamment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les services du contrôle économique étaient en veille depuis 1994. Il n'y avait pas assez de recrutement. C'est avec l'inflation que le président de la République a décidé de renforcer les pouvoirs des services du contrôle économique, c'est-à-dire les services du commerce. D'abord en refaisant une nouvelle loi, la loi 2021 sur les prix et la protection du consommateur, qui leur donne une compétence très large, qui leur permet de contrôler même les écoles privées, les écoles publiques, les hôpitaux, pour voir comment les prix sont fixés. L'autre chose, c'est le renforcement de leurs moyens matériels et humains. Là, nous allons avoir les volontaires de la consommation. On nous a permis de recruter dans la fonction publique beaucoup plus de vérificateurs parce qu'il faut être sur le terrain. Le Sénégal, c'est environ 50 000 commerces, 50 000 boutiques, pour utiliser le terme un peu
voilà, populaire. Donc, il nous faut avoir les équipes pour y aller un peu partout et visiter. Donc, nous le faisons. Nous avons fait à peu près plus de 24 000 visites depuis le mois de novembre, avec un taux d'application constaté de 60%. Vous parlez du... Un taux d'application de 60%. Vous parlez du sucre, mais le prix de l'huile est en dessous du prix qui était fixé par l'État. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup contrôlé. Sur le prix du riz, il n'y a pas de gros problème. Le prix fixé, il est respecté dans une forte propension. Je prends un autre exemple, le prix du fer à béton, il a baissé, il est en dessous. Donc autant sur le sucre, il y a des difficultés, nous le constatons, mais autant sur beaucoup d'autres produits, le prix est respecté. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous sommes satisfaits. Nous avons mis en place un nouveau dispositif dans le ministère. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de sujets, notamment ce qu'on appelle un pack anti-inflation, c'est-à-dire un ensemble de produits qui sont utilisés par les familles et imposés à des boutiques références. On parle beaucoup de boutiques références, mais les formules anciennes de boutiques références financées par l'État, nous essayons de les éviter. Par contre, nous essayons de voir dans chaque quartier une boutique où nous avons un certain nombre de produits vendus au prix fixé par l'État et contrôlé par l'État. Pourquoi? Pour donner une alternative aux acheteurs, qu'ils sachent que ce produit est disponible dans telle zone et à tel prix. Maintenant, l'autre chose, c'est de se battre aussi contre, comme je peux le dire, des gens qui n'ont aucun scrupule. Quand l'État du Sénégal fait au moins 100 milliards de subventions depuis novembre pour permettre aux populations de mieux supporter le coût de la vie et qu'il y ait derrière des personnes qui tentent de capter cela et de faire en sorte que cela n'arrive pas aux populations, il nous faut réprimer cette attitude qui n'est pas du tout convenable et qui n'est pas du tout vertueuse. Très bien, on va continuer de parler du marché de la consommation avec l'implantation des multinationales après Auchan, après Carrefour, après Utile. Il y a un géant chinois qui vient d'intégrer le marché sénégalais, China Mall, un géant chinois de la distribution. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui rend le marché sénégalais aussi favorable au développement des firmes étrangères? Non, d'abord, il ne faut pas dire des firmes étrangères parce que d'abord, il y a aussi le commerce en général. C'est une activité très sénégalaise. Les Sénégalais sont très consommateurs et je pense que beaucoup d'acteurs sénégalais en profitent. Maintenant, on note l'intérêt. Ça, ce n'est pas le Sénégal, c'est le monde entier. Vous allez dans tous les pays du monde, vous verrez des marques de grande distribution qui s'installent et qui veulent s'installer pour avoir un réseau plus large. C'est ce qu'on appelle les relais de croissance. En général, les grandes multinationales, lorsque leur croissance est limitée ou ne peut pas aller au-delà de ce qu'ils avaient prévu dans un pays, ils cherchent à s'exporter et à aller dans d'autres pays. Maintenant, vous l'avez dit, il y a le cas China Mall qu'on a vu. C'est un magasin de distribution qui s'est installé. Nos équipes sont en train de faire des enquêtes et je pense qu'on va suivre l'affaire. Vous faites des enquêtes, vos équipes font des enquêtes sur China Mall? En général, sur toutes les grandes surfaces et tous les commerces. Nous avons plus de 93 commissaires aux enquêtes économiques et des centaines de contrôleurs économiques qui sont sur le terrain et qui vont tous les jours avec un programme de visite. Ça peut être une clinique, ça peut être une école privée, ça peut être une entreprise de distribution. Peut-être un jour même qu'ils viendront chez Immédiat pour voir comment vous facturez, comment vous faites. Moi, la dernière fois, des gens d'une grande banque m'ont saisi pour me dire que les services de contrôle économique sont venus parce qu'ils les ont vus faire une publicité et que ces publicités devaient être contrôlées. Est-ce qu'elles sont réelles ou ce genre de choses. Donc le travail est fait. Ouais. Le président de la République va nous donner davantage de moyens, davantage de véhicules parce qu'il faut préserver le pouvoir d'achat des populations pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier des subventions de l'État. Donc c'est de la surveillance, il faut le faire davantage, il faut être un peu plus présent. Et nous y Il n'y a pas de menace sur le petit commerce, le commerce intérieur? Non, en général, il faut voir. D'abord, moi je tiens à ce que ce soit China Mall, Auchan, Utile, un Sénégalais, un autre, que les règles soient respectées. D'abord, l'autorisation préalable. Lorsque vous ouvrez un espace commercial de plus de 300 mètres carrés, il y a des spécifications et des règles particulières d'installation. Donc, il faut que ce soit respecté. Maintenant, en général, il y a beaucoup de bruit avec des mouvements, France Dégage, tout ça.
qui pensent qu'il y a un risque pour les commerçants. Mais en général, les études et les analyses nous montrent que ce n'est pas les mêmes types de produits. Ce n'est pas les mêmes types de produits qui sont vendus. Je prends un exemple. Ceux qui vont chez Auchan, ce n'est pas ceux qui vont au marché Castor. La preuve, le marché Castor. Auchan commercialise des produits commercialisés au marché Castor. Attention, il y a eu une entente. à une cliente d'Auchan, attention. Oui, il y a une entente qui fait que les mêmes conditionnements n'existent pas. Attention, hein, ça a fait l'objet d'un débat entre les organisations de commerçants, UNACOIS, autres, et ces multinationales et le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a décidé que les commerces de cette nature doivent se limiter sur tel produit parce qu'en réalité, si c'est bien organisé, chacun a sa place. Maintenant, moi, ma conviction, c'est qu'il nous faut davantage protéger nos commerçants et nous le faisons. Mais il faut aussi que nos commerçants prennent de grosses initiatives. Moi, je ne peux pas comprendre, 63 ans après notre indépendance, qu'au Sénégal, qu'on ne sache pas implanter une grande surface et la gérer de façon pérenne. Moi, je pense aujourd'hui que l'UNACOIS, ISL, l'UNACOIS, Diapo, que l'Assise, que tous ces hommes d'affaires, ces capitaines d'industrie au Sénégal doivent pouvoir mettre en place un réseau de grande distribution digne de ce nom, parce que le capital existe, mais aussi nous avons beaucoup de compatriotes à l'international qui ont travaillé dans ces grandes surfaces, dans ces réseaux, et qui ont le savoir-faire. Donc quand on a le savoir-faire et quand on a le capital, on doit pouvoir développer des choses et ne pas être là à toujours dire pourquoi l'autre vient chez moi. Nous sommes dans un monde ouvert. Nous souhaitons que les entreprises sénégalaises, vous savez, je suis aussi le ministre en charge du développement du consommé local. Chaque fois, on organise le mois du consommé local. On pousse des entreprises à mieux se révéler. Le FONGIP donne beaucoup de garanties pour le financement des entreprises locales. Mais il faut qu'on s'organise et il faut qu'on prenne notre destin en main. Pour moi, Auchan, China Mall, c'est un fait. Mais le fait à déplorer, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur privé, 63 ans après les indépendances, qu'on ne sache pas mettre en place un dispositif de grande distribution. C'est à notre portée. Pourquoi nous ne le faisons pas? Très bien. Alors, la dernière question, Monsieur le ministre, dans vos attributions de ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, vous avez entre autres commission d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies pour le développement des PME et favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat au sein de la société sénégalaise, y compris en accompagnant la formalisation et le renforcement des capacités des unités secteur informel. Alors, Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce qui actuellement fait par votre département pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal? Je suis ravi de votre question parce que j'ai l'habitude de taquiner souvent mes interlocuteurs en leur disant que je ne suis pas seulement le ministre des commerçants ou le ministre des consommateurs, je suis aussi le ministre des PME. C'est quoi une PME, Aïssata? C'est toute entreprise, formelle ou informelle, qui fait un chiffre d'affaires entre 0 et 2 milliards. Et je suis ravi de dire qu'aujourd'hui, dans le dispositif de l'État, avec le PSE, beaucoup de moyens ont été investis dans l'entrepreneuriat et le développement des PME. Je ne vais même pas dans les autres ministères. Je pourrais vous citer le FONGIP qui vient de signer un dispositif de garantie de plus de 100 milliards qui aide le logement social, qui appuie tout ce qui est développement hôtelier. Mais toutes ces petites entreprises que vous voyez au Sénégal, combien en ont reçu un financement de l'ADER? C'est plus de 60 milliards en 3 ans qui est disponible pour les entrepreneurs locaux. Alors, au niveau du ministère, nous avons un dispositif. L'ADER aide à créer, mais l'ADPME aide à développer. Vous savez, une entreprise, une PME, c'est comme un bébé. Il faut le faire naître. Ça, c'est l'ADER, c'est le FONGIP. Mais après, attention, il faut le vacciner, il faut le renforcer. Il faut lui donner les premières humanités à l'école. Donc, c'est l'ADPME qui pouponne, qui chouchoute, qui regarde la comptabilité, qui vous permet de voir dans quelles conditions vous pouvez pérenniser votre entreprise. Après, nous avons le bureau de mise à niveau qui, lorsque vous êtes une entreprise confirmée, vous êtes maintenant à aller à un niveau où vous êtes éligible au financement, où vous êtes éligible au marché public ou à l'exportation. Et là-bas, vous avez un dispositif qui vous accompagne, qui vous permet de grandir, mais aussi de respecter les normes des entreprises et qui permettent votre éclosion. Donc le bureau de mise à niveau qui donne même souvent des primes au développement, des primes à l'investissement. On analyse votre business plan,
on estime qu'il vous faut ça, 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 et on vous dit voilà, on vous aide à le faire, on vous donne 20%, 15%, 30% de votre investissement. Il y a l'agence sénégalaise de la promotion des exportations qui aide beaucoup de petites entreprises à se faire connaître à l'extérieur dans les foires professionnelles, dans les foires populaires. Donc, au Sénégal, je pense qu'il n'a jamais été un temps aussi favorable à l'entrepreneuriat et au développement des PME. Très bien. Alors, Monsieur le ministre Abdou Karim Fofana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aïssata, ce fut un peu plus corsé comme prévu. Alors, merci à Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes à la régie. Merci à nos téléspectateurs, nos internautes et nos lecteurs. Rendez-vous est pris dimanche prochain.